À plus, à plus, à plus, à plus. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Bienvenue chez vous sur A+, que vous retrouvez sur anatel.plus en France par exemple, sur notre site. Nous sommes toujours dans le Brigha Yam de Poleg, décoré par Urbanica ce soir, Urbanica Poleg. Ce soir au programme, donc, entouré de nos chroniqueurs, nous aurons le plaisir d'avoir un moment avec Michel Drucker qui arrive très prochainement en Israël pour un seul en scène. On va beaucoup parler de nutrition aujourd'hui, de régime dans l'émission. Évidemment, l'été arrive et toute l'équipe de Bienvenue chez vous se mobilise pour vous aider à préparer la plage en fait. Alors pour renforcer l'équipe, tout à l'heure, on va avoir des spécialistes de la nutrition qui viendront nous rejoindre sur ce plateau. Voilà, vous êtes toujours bienvenus chez vous, générique. Bienvenue chez vous, c'est parti. Bonsoir à tous les chroniqueurs, bonsoir Audrey Nataf. Bonsoir. Comment ça va, tout va bien? Très bien. Bonsoir Docteur Lara. Bonsoir Stéphane. Olivia Bécassis, heureux de vous voir. Très bien, moi je suis très contente. Et moi de vous retrouver, toujours. Ça va Judith? Oui, enfin non. Je cherche un jeune là qui puisse faire les devoirs. Pour votre fille? Non, pour ma mère, elle vient de commencer l'Ulpan. Ah bah ça lui plaît, c'est formidable. Ouais, enfin je sais pas trop, là je crois qu'elle nous fait un burn-out. Mais je te jure, elle me dit trop de pression, elle essaye, je sais pas quoi, de passer en Kita Aleph Plus et voilà quoi. Hein. Putain, c'est quand même particulier hein, l'effet que ça leur fait, là, cette Ulpan. Bah, hier, ma mère qui a quand même 60 balais, m'appelle paniquée parce qu'elle avait oublié de préparer sa trousse. Après, je la retrouve exaspérée parce que l'Uruguayen de sa classe a oublié de lui rendre son taille-crayon. Et puis attends, sa Mora m'a appelé hier en fin de journée. Apparemment, elle s'est disputée avec 2 autres élèves. Donc moi, j'ai quand même appelé ma mère, quand même pour vérifier sa version, tu vois. Écoute ça, on m'envoie une note vocale. Alors, pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, d'accord? C'est juste que les 2 Russes devant, elles n'arrêtaient pas de copier sur moi pendant le contrôle, donc c'est bon quoi, il y a un moment où stop. Et puis de toute façon, je ne vois pas pourquoi elles ont été raconter ça à la prof. Je veux dire, il faut être des balances pour faire ça. Et puis de toute façon, la prof, je le vois bien qu'elle est contre moi, mais c'est sûr, elle m'intéresse jamais. Et puis en plus, elle m'énerve, mais c'est vrai, mais je suis à bout moi entre ces piels, ces pâles, ces effiles, mais tout se mélange dans ma tête, je t'en foutrais moi des piels. Et elle m'a gonflé avec sa chanson là, la Covacelli, chaloche, peanut, chaloche, on s'en fout de ta Cova, on s'en fout. Ah oui, elle a pas l'air en forme. Non, mais en même temps, faut dire qu'ils sont pas sympas, écoute, entre élèves. Tu sais, dans sa classe, ses copains, là, ils se moquent d'elle parce que ma mère, elle n'arrive pas à faire le chet. Voilà, et bah tu vois, ma mère, elle dit slira, tu vois. Ma mère, Shabbat, elle mange de la rala, ok, et elle aime le remousse. Vous avez essayé de l'aider? Bah, de l'aider, mais t'es sympa, toi. Va apprendre à ta mère à faire un chet. On n'a pas eu l'air bête. Maman non, vas-y, donne tout, maman. Non, ça marche pas, non. Tu sais que le jour où j'ai vraiment cru que j'allais la perdre, c'est le jour où à l'Ulpan, elle a découvert que dans un même mot, il pouvait y avoir un chet et un reich. Non, mais dans le même mot, mais tu te marres, mais ça, c'est des coups à abandonner, ça, c'est des histoires à redescendre en France, ça. Le jour où elle a découvert que pour pouvoir dire se doucher en hébreu, tu devais réussir à prononcer les hitrechetz, je te jure que là, je l'ai entendu me dire « Je m'en fous, mais une douche par semaine !» Et du coup, elle fait comment alors? Ah bah elle dit « Ani osa miklahat !» Elle fait la douche. Attends, allô, 2 secondes. Allô? Oui, non, maman, attends, calme-toi. Non, mais sans t'énerver. Non, les racottes. C'est pas pareil que les racottes lait. Non, mais calme-toi. Non, calme-toi. Attendez, parce que là... Judith, oui. filez, allez-y, occupez-vous de votre maman parce que là, je pense que c'est urgent. Au revoir, Oui, au revoir, Judith. Bravo aussi. Audrey, vous avez fait l'Ulpan aussi? Oui. Hein? Alors, comment c'est? Bah, c'est super, moi j'avoue. Vous en êtes où? J'ai fini Dalet bête plus, non, je Bête rentre plus, en guimel ok. bientôt. Olivia? Un Ulpan aussi, A+. Vous êtes toujours niveau à A+. A+, Aleph+. Donc, très Comme corporate. l'émission, c'est parfait. Comme la chaîne? Comme la chaîne? Bah oui. Bien sûr. Ça va, Michael Lara? Très bien. Tout va bien? Moi, je suis déjà en guimel, la classe au-dessus d'Audrey. Non, c'est pas ça, vrai. c'est ça. Je prends des Je cours comprends. seul le soir pour pas qu'on se moque de moi. Nive, bon, vous ne posez pas les questions, évidemment, vous êtes bilingue. Je suis bilingue. Ça va? Très bien. Michael Lara, c'est à vous.
On va parler, donc on parle de nutrition aujourd'hui, et on va parler du surpoids chez les enfants. C'est un problème difficile à gérer même par les parents. Comment les enfants vivent-ils déjà ce surpoids? Alors, selon les âges, ils vont avoir des vécus différents, mais globalement, ils captent le regard des pères PAIRS et des parents inquiets. Donc les autres enfants peuvent facilement être moqueurs, soit comme ça de façon un peu agressive, un peu sadique, et les enfants on dit toujours que les enfants sont très gentils, mais ils peuvent être très très violents les uns avec les autres mentalement, et puis ils vont aussi de façon non perverse mettre de côté parfois les enfants qui sont un peu gros parce qu'ils vont être moins forts au foot, on ne peut pas le prendre dans l'équipe, toi tu ne sais pas faire le jeu avec le ballon, etc. Donc même s'ils sont jeunes et qui n'ont pas encore des représentations d'esthétique, de séduction physique qui vont arriver à la pré-adolescence, à partir de 10-11 ans, la beauté, l'esthétisme, c'est un critère qui rentre dans la tête des enfants. Même avant ça, ils peuvent être très blessés d'être en surpoids. Eux, ils vont se sentir globalement bien, sauf s'ils sont dans une obésité morbide. Ils vont se sentir globalement bien, pas franchement gênés par ce corps, mais donc c'est vraiment dans ce qu'on leur revoit dans le regard qu'on a. Même ado, pré-ado? Oui, c'est vraiment un problème au long cours, en réalité, le surpoids. Les adultes qui sont en surpoids racontent le yo-yo toute leur vie, les premiers régimes dès l'âge de 6 ans, les vexations. Donc, c'est de toute façon quelque chose qui va être violent sur le psychisme. Et après, encore une fois, il y a des enjeux un peu différents quand on est ado, les enjeux de la séduction, les enjeux de la sexualité, les enjeux de la virilisation sont aussi importants. C'est-à-dire que quand on est un petit gros, pour être un peu vulgaire, en primaire, on est costaud. Mais quand on est un petit gros ado, en plus on est faible, on n'est pas viril. Et donc c'est non seulement je suis pas beau, je suis pas séduisant, mais en plus je suis pas puissant. Donc c'est violent pour le psychisme des enfants et des adolescents. Alors comment les aider? Alors il faut les aider, mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que beaucoup vont rester en surpoids. Donc bien sûr, on va avoir des gens qui vont nous expliquer quelles mesures hygiéno-diététiques mettre en place, etc. Mais il ne faut pas leur renvoyer un regard dévalorisé, un regard inquiet, parce que souvent les parents ne regardent pas leurs enfants avec mépris, ils les regardent très inquiets. Mais du coup, dans leur regard, les enfants comprennent qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être vu comme ça par le monde extérieur. Donc, il faut continuer à regarder ses enfants avec bienveillance. On a tendance à dire c'est mieux que ce soit moi qui te le dise plutôt que ce soit les autres. Alors qu'est-ce qu'il y a comme erreur à commettre? Voilà une. On dit tout le temps c'est mieux que ce soit moi qui te le dise, qu'à la maison je sois dur avec toi plutôt que ce soit les autres. Oui, mais le problème c'est que je suis à la maison avec toi tout le temps. Donc en fait, je construis mon image de moi dans ton regard, et dans ton regard il y a quelque chose de trop négatif. Donc le mieux est l'ennemi du bien. Pour arriver à aider nos enfants à aller bien, et donc à être aussi un moment dans un corps qui leur correspond, donc c'est pas un corps très en surpoids, il faut qu'ils puissent voir notre regard bienveillant, positif, valorisant, et qu'ils sentent qu'on continue à leur plaire. C'est terrible pour un enfant de sentir pas plaisant, pas séduisant au regard des parents. Il faut aussi comprendre quelque chose, c'est que l'oralité, donc le fait de manger, c'est un grand plaisir. Et c'est pas un plaisir qu'on peut switcher comme ça. C'est-à-dire que on est avec la tétine, avec le biberon, et on voit par magie comme ça apaise tout le monde. Les adultes vont pas très bien, ils prennent du choco, ils prennent du Nutella, ils prennent des trucs sympathiques comme ça. On se fait une caresse, on se fait une douceur, c'est même une expression, tiens, je me prends une petite douceur. Donc l'oralité, on l'a associée dans notre tête, et de façon viscérale, on l'a associée à l'apaisement. Et donc les enfants prennent beaucoup de plaisir à manger, et c'est un cercle vicieux dans lequel ils rentrent, c'est que quand ça ne va pas, l'apaisement pour eux, c'est celui-là. Donc pour les aider vraiment, il va falloir bien sûr faire des règles hygiéno-diététiques, mais il va falloir aussi leur donner des sources de plaisir autres. Il faut qu'il y ait un gain. Tu ne peux pas juste arrêter de manger. Ça ne peut pas être que ça, surtout pour un enfant. Donc il faut qu'il y ait un gain. Une activité musicale Des activités quelles qu'elles soient, mais où ils prennent du plaisir, où il y a de la jouissance, où on fête quelque chose enfin de sympathique. Donc d'ailleurs, ça, je pense qu'en Israël, importante. c'est beaucoup plus facile qu'en Europe. En tant qu'enfant, je dis, de donner une autre option aux enfants. C'est-à-dire qu'ici, on sort dehors, on est dehors, on est à l'extérieur, oui, c'est vrai, il y a la piscine, il y a le ballon. C'est vrai tout ça. Mais on voit bien le cercle vicieux. C'est que les enfants qui sont un peu complexés, rapidement, ils se cachent, ils restent chez eux, ils restent derrière leurs écrans, ils mangent, etc. Donc,
très vite, il y a un chiasme comme ça, il y a une fourche entre les enfants qui vont aller plutôt bien dans leur corps et finalement avec aussi un peu bien dans leur tête, et ceux qui vont se renfermer. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas une tactique, que c'est plusieurs leviers à toucher en même temps, et d'une façon générale, il faut donner aux enfants des temps seuls avec nous pour qu'ils s'identifient à nous. Parce que l'identification de l'enfant aux parents, c'est ça la confiance en soi. Si j'ai pas une identification forte à mon père, alors je vais me débrouiller avec des images assez archaïques. Il va falloir que je sois costaud, le plus intelligent, mince, beau, etc. Si j'ai une identification à mon père qui est forte, et que mon père, c'est pas un mannequin, eh ben, je peux être quelqu'un de super comme mon père. Mon père, il est un peu bedonnant, c'est pas super grave. Voilà. Donc, il faut gonfler l'amour-propre des enfants pour les aider à affronter les efforts qu'ils vont devoir faire. Merci, docteur Larare, merci beaucoup. Alors Audrey, on reste dans la thématique de la nutrition. Alors vous, toujours un peu à contre-courant, vous allez nous dire qu'il faut s'accepter comme on est. Et vous trouvez ça à contre-courant? Bah oui, non? Mais non, au contraire. Au contraire, parce que si cette thématique intéresse autant de monde, c'est parce qu'on est beaucoup trop nombreux à penser qu'on n'est pas assez bien comme on est et on voudrait être différent, avoir un corps parfait et on veut ressembler aux magazines, aux stars de cinéma, etc. Donc c'est un thème pour proposer d'être plus belle. Ben moi je vous dis, il faut être un peu rebelle. Pourquoi? Parce que... On vous reconnaît bien là. Bah oui. Non, pourquoi tout ça? Ok, il y a une pression de la société, mais elle est pourrie, parfois il faut la refuser, tout simplement. Alors ça suffit. Il y a juste beaucoup plus important dans la vie. Notre système nous pousse dans une direction, il suffit juste d'arrêter, sortir de ce conditionnement et dire, voilà, être qui on est, faire des choses qui nous plaisent, et on va commencer à rayonner de l'intérieur, et c'est ça qui est beau. Donc abat la tyrannie de la beauté. C'est Quoi? ça? C'est ce que vous voulez dire? Mais c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'elle veut dire, c'est que les rayonnements de l'intérieur, ça brûle les graisses. C'est quand même mieux quand on va à la plage de se sentir bien, de se sentir beau, non? Oui. Eh bien, c'est justement ça. Mais c'est pas parce que votre corps va être beau que vous allez l'aimer et que vous allez vous accepter. C'est parce que vous allez vous aimer, que vous allez aimer votre corps, qu'il va devenir beau. Il va devenir beau parce que les gens qui se sentent bien dans leur peau, qui se respectent, qui sont sûrs de leur valeur, qui s'aiment, eh bien, ils vont prendre soin d'eux et ils vont être attirants, quelle que soit leur taille de pantalon. Mais c'est vrai. Parce que cette confiance-là, elle est solaire. Mais bien sûr, j'imagine. Elle est belle, elle donne envie. Et c'est beaucoup plus séduisant une personne qui se trouve belle et qui s'accepte comme elle est que quelqu'un, une nana qui peut être canon, qui passe son temps à dire « Ah, je suis comme ça ». Vous trouvez ça très agréable, franchement? On va prendre ce qui reste, Stéphane. On va laisser les plus séduisantes. Il y a du vrai quand même. Non, mais très Non, je sérieusement. charrie. Évidemment que c'est très séduisant, les gens qui sont qui brillent, qui sont charismatiques, et peu importe comment ça se passe précisément physiquement. Mais en tout cas, ce qui est très net, c'est que les gens qui ne s'aiment pas, et c'est la plupart d'entre nous physiquement, on ne s'aime pas beaucoup, eh ben, du coup, on va se fixer un idéal qui est assez haut, et cet idéal, on est quasiment toujours en échec, et donc on se désespère, et puis on se dit, bon allez, c'est quoi ce soir, Nutella encore, on verra demain, parce que de toute façon, on est tellement loin de la performance qu'on veut atteindre. Donc ce qui est très net, c'est que plus on a un idéal écrasant, plus on va finalement aller moins bien mentalement et moins bien dans le corps. Donc le but peut être limité à quelque chose de... Et on va rentrer dans un système de punition, de récompense. Et ces obsessions-là, mais ça prend beaucoup trop de place, c'est chronophage, c'est toxique. Et moi, je veux vous dire que toutes ces émotions négatives, finalement, qu'on nourrit à coups d'insultes et d'insatisfaction, et ben c'est ça qui va empêcher d'avoir un résultat durable. Et en plus, ça nous fait prendre des risques pour notre santé. Si on s'aime profondément, et ben on va prendre soin de nous naturellement, on va se tourner vers des aliments plus sains, on va arrêter de manger des cochonneries, mais pas parce que on va être soucieux de notre apparence, mais parce que juste, on n'a pas envie de se faire du mal. On va faire du sport pour se dépenser, pour s'amuser avec nos amis, pour partager un moment sympa, pour juste gagner en vitalité, et pas parce qu'on va faire du sport en salle, dans la machine. Ah, ça y est, il faut sortir. L'équilibre, il va se faire naturellement. Vous n'aurez peut-être pas le corps idéal à la fin, mais vous serez juste plus heureux et c'est pas le résultat qui compte, qu'on attend. Et là, en plus, on ne sait pas avoir, c'est pas une question de taille, de poids, de je suis trop grande, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça. Ça va même marcher avec les signes de l'âge. Et voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont se passer. Alors, je sais ce que je dis, je sais de quoi je parle. Non, mais on le voit très bien, vous êtes... Non, ce que j'avais en tête, c'est que les antidépresseurs qu'on utilise le plus, c'est en gros des sérotoninergiques. C'est-à-dire, on va augmenter la sérotonine. Et qu'est-ce qu'il y a
quel aliment contient pas mal de sérotonine? Le chocolat. Donc on voit aussi pourquoi on se fait tous ces plaisirs-là. Mais quand Audrey, elle dit on va manger moins de choses négatives, entre guillemets, pour pas nous faire de mal, etc., ça ne veut pas dire qu'il faut enlever tous les aliments. Le chocolat, se faire plaisir, c'est très important. Mais ça, c'est très difficile quand on rentre dans des régimes restrictifs. Franchement, pour avoir commencé très tôt, je peux vous expliquer. Comment on fait, Audrey, pour s'aimer, pour s'accepter comme on est? Ah ben alors déjà, on arrête net de s'insulter et de se dénigrer en permanence. Mais combien de choses monstrueuses on est capable de se dire, mais c'est horrible, parce qu'on n'est pas bien dans sa peau, on peut s'interdire de faire des choses. Je sais pas, j'ai eu une dame en coaching, elle allait pas à la plage avec son fils, elle voulait pas jouer, faire des pâtés, aller se baigner, parce que bon, courir en maillot, etc. Mais même s'interdire de faire des sports, de pratiquer des activités, d'aller à un rendez-vous, mais c'est pas normal, ou même de porter certains vêtements. C'est le regard qu'on pose sur soi devant le miroir, il est juste beaucoup trop dur et tellement injuste. Imaginez-vous 2 secondes dire ce que vous vous dites devant le miroir à quelqu'un que vous aimez ou à votre enfant. C'est horrible, c'est horrible. Faut arrêter ça, faut cesser net, voilà. Vous pourriez pas faire ça. Et puis, alors, on arrête de s'insulter et on va commencer à porter notre attention sur tout ce qu'on aime déjà. Il y en a bien des choses qu'on trouve belles, qu'on n'aimerait pas changer. Alors, ça peut être un sourcil, n'importe quoi. Mais commencer à lister de manière très, très exhaustive tout ce qui nous plaît chez nous et qu'on aime. Après, il y a la petite technique du miroir et des post-it. Et ben ça marche, c'est des conneries. C'est-à-dire? Et ben tu vas mettre sur ton miroir dans la glace des petits post-it avec tu es belle, tu es rayonnante, tu es drôle. Et ben oui, ça va nous aider à imprimer tous ces messages qu'on a un peu du mal à enregistrer et qui nous pourrissent la vie. Et voilà, il faut s'aimer sans condition, parce que c'est dès maintenant qu'il faut le faire et pas attendre. De regard des Faire autres. attention à sa santé aussi. Enfin, là, il y a Justement, aussi, mais complètement. Qu'est-ce qu'on fait du regard des autres qui nous renvoient des fois des images pas très agréables? Bah déjà, on peut choisir d'arrêter de s'entourer de personnes qui ne sont pas capables de porter un regard bienveillant. Ça c'est doux, une affaire très importante. Mais c'est le plus important. Marie Kondo amical, c'est ça? Exactement, on fait le tri. Mais oui, ça c'est mais quelque attendez, chose c'est qu'on la apprend en base. thérapie aux enfants. J'apprends aux enfants, aux adolescents, de faire des choix affectifs. Complètement. Parce que les enfants pensent qu'il faut plaire à tout le monde et que si on ne plaît pas à tout le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Et donc ça, on travaille cette dimension-là de faire des deuils affectifs et de comprendre qu'on ne peut pas fonctionner bien avec tout le monde et que ce n'est pas une performance qu'on doit viser d'être ami avec tout le monde et d'être beau dans le regard de tout le monde. Mais il faut la société israélienne, justement, Elle par est rapport à la beaucoup société plus cool. française, comment? Mais bien sûr, on n'a vit pas les ça mêmes critères en France, mais quelle tyrannie! C'est la capitale de la mode, c'est vrai. Et les critères de minceur sont différents. Moi, je vois maintenant dans les salles de yoga et les cours de danse en Israël, les profs, elles sont formées, elles sont belles, et elles s'assument. Et c'est beaucoup plus beau et c'est juste beaucoup plus normal. En conclusion, les filles sur la plage en Israël, plutôt Je n'ai pas regardé. Je dirais que... Non, mais je dirais que Je n'ai pas regardé. Ma femme regarde l'émission, je n'ai Je pas ne dis regardé. pas de renoncer à essayer d'atteindre des objectifs raisonnables, d'avoir envie de se muscler un peu, de prendre soin de sa peau, mais juste toujours le faire avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, choisir des choses qui sont atteignables, réalistes, mais ça va passer par le fait de s'aimer tranquillement et de surtout ne pas s'empêcher de faire, là où pour moi on est en train de faire on est sur la limite, c'est quand on s'empêche de profiter de la vie, de se s'habiller comme on a envie, d'être créatif, de faire des activités, de rencontrer des gens, à cause de ça, c'est pas possible en fait. Combien de personnes font ça? C'est trop cruel, ça me fait beaucoup de mal. Non, ça va aller, ça va aller. Donc faites du bien, faites-lui du bien et suivez ses conseils. Aimez-vous. Pour une fois, et même sans avoir pris de drogue, je suis d'accord avec Audrey Nata. C'est ce que j'allais dire. Correct. Mais il y a quelque chose, il faut faire le constat de l'échec Ça suffit. de la contrainte. La plupart des gens qui sont en surpoids, dont je fais partie, se mettent des contraintes en permanence en disant voilà, ça suffit, il faut, etc. Et on voit bien l'échec répété. Pour les enfants que j'ai en surpoids en consultation, les adolescents, c'est pareil. Ils savent ce qu'il faut faire, ils savent ce qu'il ne faut pas manger. marche pas. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'il faut injecter du plaisir. Et l'intention, elle qu'il n'est y ait pas de la bonne. jouissance. On fait ça pour le corps, mais ça n'a pas de sens. Il faut faire ça pour la santé, pour pouvoir faire... Notre corps, c'est notre véhicule pour réaliser nos rêves et pour être qui Mais on Audrey, est, pas pour être un canon aussi, il beauté. faut que les enfants prennent du plaisir immédiatement. Parce que très souvent, Mais les bien parents me sûr. disent, je vais les mettre Voilà. dans une activité pour brûler des calories.
Mais mieux non. vaut qu'ils en brûlent moins, mais qu'ils aiment ça. Et qu'ils soient enfin en réussite quelque part, ça va les porter vers un truc Et plus si on est positif. occupé, que notre attention elle est ailleurs, tout ça, ça s'équilibre tout seul, ça prendra du temps et ce sera peut-être pas aussi machin, mais ce sera juste Bon, tellement mieux et beaucoup on plus va durable. continuer à en parler. De toute manière, cette émission Désolée est pour consacrée tous à les la autres nutrition. intervenants Ça qui va, veulent vous nous faire aimez quand perdre du même. poids. Vous aimez quand même. Bah oui, je m'aime. Non, c'est vrai, d'où l'importance au plus jeune âge de faire du sport, pratiquer du sport ou de la musique ou quel Pour que aimer, soit, pour et les- pour aimer pour quelque aimer. chose, pour se focaliser sur autre chose que cette Merci partie-là. beaucoup, Audrey, Nataf. Nive, Ouais. c'est à vous. On reste toujours dans la thématique de la nutrition avec vous. Très bien. Parce qu'on parle de start-up, de On va technologie. tout régler maintenant avec Tout régler On va avec tout régler. la food tech. Exact. Food tech, alors food, technologie, bon, alors c'est Vous quoi allez être très surpris. Ça Vous allez résume être quoi très la surpris. food tech? Ça veut dire quoi en gros? En fait, vraiment, je suis content d'en parler parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est très pratique. C'est-à-dire que d'abord, Israël, en gros, je dirais la food tech, bon, c'est la technologie avec la nutrition ensemble. Donc, Israël est vraiment dans le top 5 mondial dans le monde du food tech. C'est-à-dire 400 compagnies qui travaillent dans le monde du food tech aujourd'hui, des startups qui font différentes choses très intéressantes. Le gouvernement a investi maintenant 65 millions de shekels pour faire un centre de food tech dans le nord, en Galilée. Kiryat Shmona va devenir la capitale du food tech, comme Beersheva est la capitale du cyber. Et c'est vraiment un grand investissement. Il y a aujourd'hui Nestlé, PepsiCo qui arrivent en Israël ces jours-ci quoi- pour c'est quoi le regarder, food- pour c'est quoi investir en Israël. C'est quoi la food tech? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser la technologie et aussi l'idée du start-up est de donner des solutions à des vrais problèmes par la science, par la technologie, par des applications, par l'informatique, etc. Alors, je peux donner un exemple, mais je vais commencer avec un gros truc qui est vraiment la révolution aujourd'hui dans le monde de la nutrition et qui va changer peut-être tous les programmes de régime, etc. C'est ce qui s'appelle la microbiométrie avec l'algorithmie ensemble. Je vais expliquer ça très vite. On attend, hein. Non, oui. mais oui, je sais que ça a l'air compliqué. C'est l'Institut Mais- Weizmann, hein, c'est ça? Mais l'Institut Weizmann De Rehovot. en Israël a fait une très longue recherche sur 47 000, sur 800 personnes avec 47 000 produits. Donc 800 personnes auxquelles on a donné à manger tous les jours pendant très longtemps. Et avec des exercices et avec des examens et des tests sanguins, ce qu'on a remarqué pendant plusieurs années, et c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la biométrie, c'est-à-dire que la nutrition, même si elle est la même, et qu'on donne aux 800 personnes la même nutrition, il y aura différents résultats surtout sur le sucre dans le sang. Donc le résultat du sucre. Donc on peut donner un hamburger ou de la glace vanille ou du Nutella à 800 personnes, il y aura différents résultats vraiment pendant très longtemps, mais très différents. C'est-à-dire qu'on sort de là avec des femmes, par exemple, j'ai lu plusieurs recherches, donc une femme qui est très sensible aux tomates, et c'est les tomates qui lui donnent beaucoup de sucre dans le sang, d'autres des bananes, plutôt que des biscuits, etc. Et c'est ce qu'on appelle le régime personnalisé. Donc l'application de cette recherche dans le monde de start-up et dans le vrai monde où on est aujourd'hui, c'est des régimes personnalisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez chez votre nutritionniste, il va vous dire « Ok, allez faire un test. » C'est une prise vous allez de faire sang, un quoi. test. C'est pas une prise de sang, c'est aussi on va tout vérifier en fait, tout le. C'est quoi, sans microbiote, rentrer dans le- urine et sang. Ouais, tout. Ouais, Et- je suis... et c'est assez cher, Il y a des thèmes comme ça. c'est assez cher. Mais Microbiote, c'est très classe. En mais vérité. c'est possible de le faire aujourd'hui. Et après, le test est très personnalisé, c'est-à-dire qu'il est possible, et j'ai vu les résultats de ces tests sur des personnes, qu'on leur dise non, il faut manger du ça ou pain, pas il ça? faut manger du Ouais. fromage, il faut Je manger. savais que le Nutella sur moi, ça faisait rien. Exactement. Je le savais. Et c'est très intéressant parce que ça fonctionne. Je vais dire encore un mot sur la microbiométrie. C'est-à-dire que ce qu'on sait là-dessus, c'est que on est différent génétiquement et on est différent dans tout ce qu'on appelle tout ce qui est les bactéries. Et on a des milliards de bactéries qui sont dans l'estomac et qui sont très différents même à la naissance. Donc on a parlé d'enfants. Si on prend les enfants et qu'on regarde et qu'on teste les bactéries, donc c'est complètement un peu différent du comportement et de tout. Vous n'aurez plus de travail d'ailleurs. Donc si on teste juste les bactéries, on va voir qu'ils sont très différents et qu'il faut donner autre chose à manger et que ça peut résoudre un gros problème d'obésité dans le monde. On dit que la microbiote, c'est le deuxième cerveau. Ouais, voir le La premier. microbiote intestinal. Ah ben, voir le premier.
Pour Audrey Nataf, il nous a pris je ne sais quelle Ah, moi, drogue c'est encore trop clair. aujourd'hui. Imaginez Tout est si on peut dirigé résoudre le par- problème de plusieurs enfants, Mais oui, de c'est millions ça. d'enfants avec ça. Par le régime aujourd'hui, personnalisé. il y a une compagnie israélienne alors, qu'est-ce qui est qu'il y a vraiment Non, mais il y a qui des travaille. probiotiques qui aident dans le cas de dépression en l'occurrence. Ils disent on peut commencer. Mais c'est vrai. J'ai Rigole pas dit pas, que c'était regardez. pas Mais il a envie de rire. Faites-le rire. Non, un mais peu. on voudrait Après, avancer on avec... passe aux Alors, choses il y a beaucoup de sérieuses. choses à dire là-dessus. Avancez, Ok, là-dessus. donc je dis juste qu'aujourd'hui, il y a vraiment des compagnies qui font ce service et donc on peut l'utiliser tout de suite. Il y a d'autres compagnies, d'autres startups en Israël qui sont dans le monde de food tech. Alors il y a tout ce monde de sauterelles, vous savez, ce qu'on va manger dans insectes. l'avenir, les insectes, les sauterelles, etc. Par exemple, une compagnie qui a beaucoup d'investissements qui s'appelle Hargol, qui fait de la poudre protéinée, surprotéinée, je dirais, à base de sauterelles. Donc il y a des fermes de sauterelles en Israël pour faire Cachère, cette poudre. Ah oui, la sauterelle est cachée. Je ne suis pas dans le domaine. Et ils exportent aujourd'hui à l'étranger ces poudres. Il y a une autre compagnie qui fait un produit qui s'appelle le mankai. C'est un végétal vert qu'ils exportent au Japon. D'ailleurs, les Japonais, Ajinomoto, qui est une grande compagnie japonaise, a investi dans cette compagnie israélienne pour avoir l'exclusivité au Japon. Donc, ils sont très autour de produits qui sont super protéinés, qui sont très bons pour la santé. Je vais donner encore deux exemples. Un gros exemple, c'est Kitchen in the Box, qui va très bien réussir, je pense, parce qu'ils ont eu un investissement ce mois-ci. C'est une compagnie qui s'appelle Genie et ce qu'ils ont créé, c'est en fait un four intelligent pour les hôtels, les compagnies d'aviation, etc., qui fait chauffer, heureusement, enfin, des produits frais et des produits qui sont bons pour la santé, qu'ils préparent eux-mêmes dans une boîte. Et c'est très très bien réalisé pour les hôpitaux, etc. Pourquoi ? Parce que avec le barcode du produit frais qu'ils mettent dans la boîte, on met ça sur le four et c'est automatique. Donc on sait exactement comment chauffer. C'est fini de chauffer 2-3 minutes. On ne sait pas exactement combien chauffer. Toutes les bactéries, les bonnes et les mauvaises, sont ensemble. Donc ici c'est très précis en fait, de la nutrition précise pour garder la qualité fraîche exactement des aliments. Avec un vrai four intelligent donc pour les entreprises. Alors, il y a autre Tout chose, ça, c'est en Israël. Il y a Doumatok aussi, technologie pour donner du goût de sucre sans sucre. Ils vont changer un peu l'appréciation du sucre dans la bouche. C'est-à-dire qu'avec cela, ça va permettre aux compagnies de réduire le sucre dans les produits de 30%. Et ça, c'est important. Mais ça, c'est les genres d'aspartame et trucs comme ça, quoi. Pas de spartame. Et là-bas, on parle que de trucs génial, bien aujourd'hui. Donc, non, l'idée, c'est de donner vraiment une autre appréciation avec des trucs plus naturels. Mais, et tout ça, c'est israélien. Tout ça, c'est israélien. Et je vous dis, il y a 400 compagnies qui travaillent très fort. Et c'est un grand investissement israélien parce qu'on mise sur le food tech. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Nivadi. Olivia Abécassis, on va se poser, l'été approche, les vacances aussi. Chacun commence à réserver ses billets d'avion et on pense souvent à la dernière minute au passeport. Oui, on Est-ce quitte qu'on la a- nutrition là. C'est vrai. Ouais. Oui, Pour on aller quitte sur la nutrition, plage, on fait il va falloir. un petit détour par les billets d'avion. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question de savoir, donnez-nous quelques informations sur des infos un peu pratiques comme ça, sur le passeport israélien notamment. Oui, Tu que veux l'on nous parler appelle de ça Darkon en hébreu. Hein, Le vous Darkon, savez ouais. tous Darkonim au Combien pluriel. sont-ils valables, combien de temps, etc. Exactement. Alors dragons. jusqu'à présent, il faut savoir que les nouveaux immigrants, les Olim Hadashim, qui sont arrivés en Israël, ils bénéficiaient donc d'une carte d'identité, Teudat Zeut, et d'un passeport provisoire, Teudat Ma'avar. Eh bien, depuis le 1er juin dernier, depuis que la Knesset a modifié en fait la nouvelle loi de proposition sur les passeports, eh bien désormais les Olim Hadashim obtiennent dès leur arrivée en Israël leur passeport définitif. Ah, d'accord. Voilà. Donc Dès l'arrivée. Dès l'arrivée. Teudat Zeut, donc la provisoire, carte ok. d'identité et le passeport définitif. pas Alors comme sur- Il faut à qu'on aille le l'aéroport, changer, nous. comment? Non, je dis, Audrey me regarde, je lui dis oui, il faut qu'on aille le changer. Donc justement, c'est l'objet de cette chronique. Donc ce qui était contraignant forcément pour ceux qui avaient le passeport provisoire lorsqu'ils se rendaient, lorsqu'ils partaient en France, voyager ou quoi, c'était un peu compliqué. Combien de temps? Est-ce qu'il est valable? Il était que provisoire. Aujourd'hui, ça y est, c'est définitif. Donc on a la carte d'identité et le passeport définitif. Qui dure Forcément combien biométrique. Il est biométrique. On va y arriver Alors, dans il dure quelques combien de instants. temps ? 10 ans Alors, il dure 10 ans
pour les adultes, 5 ans pour les enfants. D'accord. Voilà. Alors, biométrique, c'est ça? Alors oui, juste une petite précision, la décision de cette nouvelle proposition, de cette nouvelle loi, elle s'applique aussi aux personnes qui ont fait leur ALIA avant, évidemment, le 1er juin. D'accord. Voilà, qu'ils ne soient pas surpris. Donc biométrique, justement, on y vient. C'est quoi? C'est intelligent, Bah ouais, c'est-à-dire c'est que dès maintenant, eh bien, la photo qui figure sur votre nouveau passeport, eh bien, elle est prise uniquement par le bureau du ministère de l'Intérieur. Donc vous n'en avez pas de besoin photo. d'aller chercher sa petite photo bâton quelque part. Là, Je l'ai faite en famille il y a quelques mois, donc vous ne faites pas de photo. Ouais. Elle est faite sur place. Et en plus de cette photo, lorsque vous vous rendez pour réaliser ce passeport, eh bien, vous faites une empreinte digitale. Une empreinte qui sera gardée pendant 5 ou 10 ans dans la base de données des services de sécurité. Donc vous pouvez... Et après, on passe plus facilement à la douane, hein, c'est beaucoup plus simple. Exactement. Hein. Avec l'œil. C'est pareil Oui. le passage, comment on appelle ça? C'est ça. Vous, en fait, c'est pas l'empreinte digitale, c'est le regard. Vous passez devant un petit écran. Donc on est à l'aéroport, c'est la reconnaissance faciale. Et pour éviter les longues files d'attente, parfois c'est vraiment utile. C'est quoi les démarches donc, pour ceux qui ont les passeports provisoires et qui doivent passer en définitive? Alors justement, pour vous, Mickaël et Audrey, je vous invite à vous rendre sur le site gov.il, www.gouv.il. Alors, il est très bien fait, c'est en anglais, en hébreu et en russe. Mais bon, on s'en sort quand même. On se mettra en russe. Je m'en suis sortie, donc tout le monde s'en sortira. Vous dirigez dans la partie passeport, et là, vous êtes directement mis en relation avec le site myvisit.com, qui est super bien fait. Alors, il est en français, celui-ci. Vous allez dans la catégorie passeport. Il vous envoie un code que vous recevez par SMS, et dès ce moment-là, vous rentrez votre petit code sur ce site. Il vous demande la ville dans laquelle vous êtes. Il vous donne une heure, une date par rapport à ce que vous recherchez. Et vous avez ce rendez-vous. Vous allez directement, avec ce rendez-vous fait en ligne, au bureau du ministère de l'Intérieur. Sans faire la queue après? Sans faire la queue, parce que je sais que j'ai autour de moi des personnes qui ont attendu 4-5 heures pour obtenir leur passeport. Donc là, vous ne faites pas la queue, je l'ai vécu en réel. Donc voilà. Et puis une chose importante, si vous pouvez payer en ligne, c'est mieux, et c'est parce que c'est moins cher. Ah, c'est combien en fait? Alors, les prix, justement, pour un premier passeport biométrique ou un passeport biométrique et périmé, c'est le même prix. Alors, vous comptez 150 shekels de novembre à février. Il y a des périodes. Ah oui? 155 shekels de novembre à février. Il n'y a que chez nous que c'est comme ça. Et en ce moment, de mars à octobre, donc la période la plus sollicitée, 245 shekels, oui. Si vous payez sur place, c'est 265 shekels. Pour les enfants, c'est entre 90 et 140 shekels. Si vous perdez le passeport? Si on vous le vole, si vous le perdez, eh bien, ça vous coûte entre 500 shekels ou 250 pour l'enfant. Alors moi, je rajouterais deux choses. La première chose, c'est que quand on vient de faire son alia, on peut pas tout de suite, quand on fait son alia depuis Israël, depuis Israël, pas tout de suite avoir son passeport. On l'a 3 mois après sa date d'alia. Alors là, il est tout de suite biométrique. Là, je parlais depuis la France. Et il y a quand même un truc qui est spécial à Israël, et je trouve ça assez génial. Mettons qu'on arrive à l'aéroport et qu'on n'a pas pris son passeport, et ben c'est possible d'en faire un d'urgence sur place. Oui. Ça coûte cher, mais c'est le seul pays quand même que je connaisse, en tout cas, qui propose ça. Et ça peut quand même pas mal dépanner. Alors ça va peut-être vous coûter 1000 et quelques shekels. Mais bon, en urgence, on peut faire un passeport. Avec de l'argent, on peut tout faire en Israël. Et on a combien de jours? Alors combien de jours pour l'avoir? C'est très bien. Alors combien de jours moi je l'ai eu au bout de 15 jours. Moi aussi. C'était la période hivernale, donc peut-être qu'elle est plus rapide à cette période. En ce moment, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en moyenne, c'est entre 10 jours et un mois d'attente. Ok, pour les Français, maintenant qui ont le passeport français, ils sont aussi nombreux à nous regarder. Le passeport, lui, par contre, c'est différent. Alors il faut que votre passeport en fait soit valable au-delà de 6 mois après votre date de retour. Voilà. D'accord. Donc ça a toujours été ainsi. Si c'est périmé maintenant, ils ne peuvent pas voyager en août. Non. D'accord. Ok. Un numéro aussi. Ah oui. Un numéro à contacter qui s'affiche. Étoile 3450 pour toute information. Très bien, c'était très précis. Voilà, on a tout compris sur le passeport israélien. Ça va être la pause. On va faire une petite pause publicité. Alors, merci Olivia. Michel Drucker va être avec nous dans un instant. Un coup de fil de Paris. C'est juste après la pub. À tout de suite. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Les Tours Briga offrent un concept résidentiel innovant dans un environnement parfait. Du lobby luxueux à la piscine olympique, chaque détail a été conçu pour votre plus grand bien-être. Les Briga Towers,
un cadre de vie parfait au bord de la mer. Changer de lit, c'est changer de vie. Maison de la literie, fabricant d'énergie positive. Anatel, bonsoir. Madame, tu peux me raconter la fin de l'histoire? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient pas. Anatel, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. Retour dans Bienvenue chez vous sur A+. Heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie. Émission sur la nutrition. Aujourd'hui, j'entends un coup de téléphone. Allô? Qui est à l'appareil? C'est Michel Drucker à l'appareil. Michel Drucker, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. On est heureux de vous recevoir dans cette émission. Et vous savez que la dernière fois que nous sommes vus, Michel, c'était, vous m'aviez invité dans votre émission sur Europe 1 pour me parler du livre de collectionneur que j'avais fait. Et j'étais très impressionné. Oui. J'étais très impressionné par vous. Mais ça va être votre tour, Michel, d'être impressionné. Alors pas par mon interview, mais par le public francophone de Tel Aviv qui vous attend ici en juin. Vous savez? Non, pas du tout. On m'a préparé à ça, mais je l'imagine pas parce que vous savez, moi je me vois pas avec le regard des autres. Ça fait tellement longtemps que je fais ce métier dans le doute et l'inquiétude. Je suis pas un slave pour rien que pour moi chaque découverte est surprenante et surtout depuis que je suis sur scène depuis maintenant 2 ans, c'est déjà une grande surprise pour moi en France d'avoir des salles remplies depuis déjà 2 ans et qui viennent voir un spectacle sans savoir ce qu'ils vont voir. Et donc, c'est une réussite qui m'a beaucoup surpris. Je ne pensais pas que ça aurait ce succès. Mais avoir un public hors des frontières, loin de chez moi, francophone, qui m'attend, ça pour moi c'est surréaliste. J'arrive pas à l'imaginer. Je l'imaginerai, je le comprendrai quand j'y serai. Oui, il y a une résonance supplémentaire, que ce soit ici en Israël, à Tel Aviv, j'imagine. Vous allez l'adapter un petit peu au public israélien francophone? De toute façon, je parlerai forcément de ma famille, parce que vous imaginez, c'est très émouvant pour moi, parce qu'il y a toute une partie dans mon spectacle, sur 2 heures, je reste 2 heures, 2 heures et quart tout seul sur scène, il y a un quart d'heure qui est consacré à ma famille. Alors ma famille, elle vient de loin, ma famille, il y a des familles juives d'Europe centrale. Mon père s'appelait Abraham Drucker, il venait des brumes de la Roumanie, de la Bucovine, qui est maintenant l'Ukraine, pays en guerre. Ma maman était viennoise, voilà, et une partie de ma famille est partie en Israël, à une époque assez lointaine que personne n'a oubliée, où j'entendais parler de David Ben Gourion et de Golda Meir tous les jours chez moi. J'étais enfant, et j'ai entendu parler d'Israël très tôt, parce que j'ai un oncle, le frère de ma mère, qui était sculpteur, qui était à Haïfa, et puis voilà, ma tante, la sœur de mon père, était partie également là-bas, et puis j'ai un cousin qui est américain-israélien, qui est le fils de ma tante, et que je ne m'attends pas, qui s'appelle Martin, qui vit aux États-Unis. Donc vous imaginez, pour moi, c'est une grande résonance, c'est mon premier vrai voyage en Israël, parce que j'étais venu avec Sylvester Stallone dans le désert du Negev quand il tournait Rambo. Et j'avais fait l'aller-retour, et comme j'étais reporter sportif dans la première partie de ma carrière, j'entendais parler du Maccabi, de Tel Aviv. Évidemment, l'Israël c'était quelque chose d'important pour moi, mais sans jamais être venu là-bas. Nous avons vécu à Paris avec mes parents, avec une grande fébrilité. La guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, toutes les grandes étapes de notre pays, je les ai vécues avec ma maman. Et puis voilà, donc je m'adresserai évidemment à ma mère, et j'aurai à un moment donné un moment d'émotion. Alors justement, je raconterai ce que je viens de vous raconter au public.
Dan Levkovitch, qui vous produit ici, m'a dit que vous étiez très ému à la préparation de ce voyage. Et oui, parce que c'est une grande résonance. Vous savez, je suis à la télévision depuis 55 ans et je reçois beaucoup de courriers. J'ai beaucoup d'amis qui vivent maintenant à Tel Aviv, à Haïfa, Jaffa. J'ai beaucoup de copains qui sont là-bas. Et Elie Chouraki vient souvent là-bas chez vous. J'ai beaucoup d'amis, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes israéliens que j'ai reçus. Le premier que j'ai reçu chez moi, il était inconnu, il voulait être dans la lumière et j'ai essayé de l'aider, qui est Amir. Amir, il est venu chez moi. Amir, il y a pas si longtemps. Amir qui est dentiste au départ. Et je l'ai vu me naître professionnellement, artistiquement à Paris il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans. Puis voilà, je veux dire que bon, c'est pas l'Israël, ça a une portée très forte pour moi. Et avec les années, même si j'ai pas été élevé dans la tradition religieuse, avec les années, ben les racines remontent et tout le monde vous dira que finalement il faut souvent du temps pour que tout ça remonte à la surface. Michel, ce voyage justement qui arrive à point nommé, c'est comme une étape pour vous un peu naturelle sur le retour il y a quelques années à vos racines juives? Oui, complètement. Et ça correspond également, je suis en train d'écrire un livre sur l'âge qui va sortir au mois d'octobre. Et je pense que le dernier chapitre de mon livre, ça sera justement mon petit voyage en Israël. Et puis ça, vous savez, moi, il y a 2 ou 3 ans, je suis allé sur le mémorial de la Shoah. J'avais attendu longtemps avant d'y aller. Et puis ma prochaine étape, après Israël, vous voyez, pour que la boucle soit complètement bouclée, je ne sais pas quand j'aurai le courage d'y aller, parce qu'il faut du courage pour y aller, j'irai à Auschwitz. Voilà. Et la boucle sera bouclée. Vous avez envie d'aller où quand vous serez en Israël? Parce que je crois que vous restez un petit moment. Vous ne restez pas qu'une journée ou 2. Je reste 4 jours. Je laisse Dan, qui nous écoute, qui est à vos côtés, être mon guide. C'est lui qui m'a demandé de venir. Il m'a préparé, je crois, un petit périple de 3 jours. Mais je pense, moi, parce que ma belle-fille est déjà allée chez vous, elle m'a dit que 3 jours ne suffiront pas et que ça me donnera surtout envie de revenir plus longuement. Et puis surtout, j'ai rencontré beaucoup d'amis que j'ai pas vu depuis très longtemps et qui habitent à Tel Aviv, qui habitent à Haïfa, qui sont partis en Israël il y a déjà quelques années. J'ai beaucoup d'amis qui sont chez vous maintenant. Et c'est vrai que grâce au satellite TV5 Monde, toutes mes émissions arrivent chez les Français du bout du monde et je reçois beaucoup de courriers, beaucoup de gens d'Israël. Quand je les croise dans un aéroport à Paris ou ailleurs, des gens qui viennent de Tel Aviv ou des 4 coins de ce beau pays, ils me disent, mais on vous connaît bien Israël, quand est-ce que vous venez nous voir? Ben voilà, le moment est venu. Alors je vous conseille une ville que j'espère que tu ne vas pas oublier, c'est Jérusalem, c'est pas mal, vous allez voir. Ben, de toute façon, évidemment, j'irai voir Jérusalem. Mais je voudrais voir plein de choses, parce que j'aimerais bien, moi qui suis pilote, un pilote amateur du dimanche, j'aimerais bien, Dan le sait, aller visiter une base aérienne israélienne, parce que pour moi, les pilotes israéliens sont des stars mythiques. Eh ben, écoutez, donc, apparemment, il y a plein de choses que ça peut se faire, apparemment. Je sais pas, je le vois d'ici, il me dit c'est possible. Enfin, il a des bonnes connexions dans l'armée. Parce que bon, l'armée israélienne, c'est pour moi une armée mythique et les pilotes israéliens sont des pilotes extraordinaires. Donc voilà, il y a plein de choses que je vais découvrir, mais je vais laisser Dan organiser ça très bien et je suis sûr que j'aurai envie de revenir très vite. Très court. Surtout, il faut que je me concentre. Oui, bien sûr. Il faut que je me concentre sur mon spectacle parce que comme je vais être très très ému, il va falloir que mon spectacle reste ce qu'il est, c'est-à-dire il est émouvant et il est souvent drôle parce que je survole 50 ans de ma vie dans nos télévisions et qui sont les 50 ans de beaucoup de téléspectateurs qui sont dans la salle. Et tout ce que je raconte, on l'a vécu ensemble depuis les années 65, mais pour la première fois, je raconte l'envers du décor. Voilà, donc ça s'appelle Seul avec vous. Seul avec vous, le 11 juin à Tel Aviv. Le 11 juin à Tel Aviv. Le 11 juin. Ouais. Oh là là, c'est noté sur mon carnet depuis très très longtemps. Ah oui, réservation livestage.show. Voilà, que tout le monde pourra venir. Une dernière question, Michel, mais très court. Vous avez fait partie de la liste des 300 signataires de la pétition contre l'antisémitisme. Comment ça s'est passé? Qui vous a contacté en quelques phrases? C'est Philippe Val qui m'a appelé. Ça me semblait tellement évident
tellement naturelle. Donc voilà, je veux dire que si mes parents étaient là, ils auraient été étonnés que je signe pas, évidemment. Vous êtes inquiet, vous êtes inquiet sur la montée de l'antisémitisme en France? Je reste vigilant. Je reste vigilant parce que il y a eu pas mal de drames au cours de ces dernières années en France qui prouvent que les braises ne sont pas éteintes et que voilà, cette monstruosité qui est l'antisémitisme est encore là. Donc je reste vigilant parce que je suis un inquiet, comme tous les gens venus de loin. Et voilà, vous savez, je viens des brumes de l'Europe centrale et j'ai toujours grandi dans un univers où on avait peur. Voilà, on avait peur de l'avenir, peur que ça recommence, parce que c'est pas à vous que je vais dire que tout ce qui s'est passé, la Shoah, etc., pour des gens qui sont d'origine juive, qui le pratiquent ou qui ne pratiquent pas, c'est quelque chose qui est extrêmement présent à jamais. Et moi, j'ai fait mon service militaire, je raconterai peut-être si j'ai le temps sur scène, dans une base française, la base 117 à Royalieu, à Compiègne, où mon père a été interné. C'est-à-dire que 15 ans après mon père, j'ai fait mon service militaire dans cette base-là, et je logeais sans le savoir dans l'infirmerie à Van Drucker. Et j'ai fait mon service militaire dans une base aérienne tout près de Paris, donc ça s'appelle Compiègne, et je couchais dans des baraquements qui étaient l'infirmerie de mon père, je l'ai su plus tard, et surtout qui était à 500 mètres près, la gare de triage qui était sur l'Oise, qui est la rivière qui passe à Compiègne, et c'est de là que sont partis les premiers wagons plombés pour Auschwitz. Donc vous imaginez la résonance que ça a pour moi. Tout à fait. J'ai fait mon service militaire, moi, à 50 mètres de cette gare, d'où on a tous les juifs, les résistants, les tziganes. Ils étaient 54 000 à Compiègne. Ils venaient tous du camp de Drancy et ils sont partis depuis Compiègne. Voilà, donc tout ça, ça va remonter à la surface. J'imagine. Voilà pourquoi il va falloir que je sois très concentré le 11 et pour rester assez léger et gai, car mon one-man show est quand même quelque chose qui est fait pour sourire. Merci beaucoup d'être passé parmi nous sur Voilà, Bienvenue chez vous. J'étais un petit peu long, pardonnez-moi. Non, c'est toujours passionnant de vous écouter, Michel. On vous accueille les bras ouverts, évidemment, ici à Tel Aviv. Tout le monde, tous les francophones d'Israël seront là pour vous accueillir, pour vous applaudir. Merci, Michel Drucker. À très vite. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir, merci. On ira le voir ensemble? Allez, Michel avec Drucker plaisir, oui. Ouais. Vous voulez parler quoi finalement alors? Alors, on va parler de musique concerts, de musique, exactement, parce qu'il y a plein d'artistes qui arrivent sur scène en Israël. Alors, on va commencer avec un chanteur israélien d'origine serbe et irakienne. Il a commencé sa carrière à l'âge de 16 ans et c'est un artiste extrêmement populaire en Israël. Il sera le 17 mai à Tel Aviv, le 26 juillet au Parc national de Césarée et je vous fais écouter quelques-uns de ses succès. שמדליקה אותי ואיתך אני כל העולם ואיתך אני כל היקום. Ah oui. Donc voilà, vous l'avez reconnu, j'imagine. Bah oui, Lior Narkis. Lior Narkis, évidemment. Alors lui, un autre chanteur qui a chanté avec Lior Narkis et qu'on ne présente plus. À 25 ans, cette star est devenue en quelques années l'une des plus grandes stars populaires d'Israël, avec plus de 12 000 places vendues il y a quelques jours lors de l'un de ses derniers concerts. Donc quelque chose d'énorme. Et pour vous aider, je vais vous laisser écouter quelques-uns de ses succès. Mon fils, enfin c'est tous les âges. Tous les âges, moi aussi, mon fils, les enfants, ils l'adorent, ils connaissent par cœur la musique. Omer Adam. Et oui, donc sa chanson Rak Rotsa Lirkot que vous avez écoutée, elle comptabilise plus de 15 millions de vues sur YouTube à travers le monde. Donc c'est quelque chose quand même d'exceptionnel. Et il sera, alors écoutez bien, le 15 mai au Parc Rishon LeZion, le 17 mai à l'amphithéâtre de Beersheva, le 24 mai au stade Sami Ofer de Haïfa. Mais bon, je ne sais pas, à l'heure où je vous parle, peut-être que à mon avis, il y a des chances que ce soit complet. Bon, regardez quand même. Alors on quitte la musique israélienne, direction la France. Oui, alors on en a parlé et on va en reparler. Et à l'heure où on fête les 70 ans. La France, c'est la France en Israël. Oui, tout à fait. À l'heure où on fête les 70 ans, l'Algérie, vous avez compris. Les 70 ans d'Israël, lui, fête ses 80 ans.
Je sais que beaucoup de francophones, de Français qui nous écoutent l'aiment beaucoup, l'apprécient beaucoup. Il a bercé dans un univers musical. Il a commencé en fait à chanter, à jouer de la guitare avec des gitans, et c'est eux-mêmes qui lui ont donné ce nom de Enrico. Alors ça finit par Sias, c'est lequel? Devinez? Sias. Pas facile, pas facile. Je ne savais pas le coup des gitans. Absolu. Macias, c'est ça. Enrico bravo. Macias. Gaston Grenacia de son vrai prénom. Je vous laisse écouter ces titres. Oh, guitare, guitare, ma guitare, ouvre-moi bien ton cœur. Chante, chante, guitare, sous mes doigts, mais chante le bonheur. Donc Enrico Macias qui sera accompagné de l'orchestre symphonique de Ranana, 40 musiciens. Enrico Macias qui sera aussi sur scène le 24 mai à Beersheva, le 26 mai à Tel Aviv, le 27 à Petar Tikva, 28 à Ashkelon, le 29 à Haïfa, le 30 mai à Jérusalem et puis enfin le 31 mai ici à Netanya. Ah oui, on ne pourrait pas éviter Netanya quand même. Alors on change de registre, Olivia, encore? Oui, un peu de pop latina, si ça vous dit, un peu, on change. Oui. L'icône de la pop espagnole eh bien, arrive sur scène en Israël. C'est pas la première fois qu'il vient dans le pays. Un beau gosse qu'on peut... Son père a chanté Oui, c'est Vous les vrai. femmes. Oui. C'est Enrique Iglesias. Oui, bravo. Très apprécié des fans israéliens. Pourquoi? D'autant plus depuis son remix en hébreu qu'il a chanté avec l'israélien Rotem Cohen, sous Bémé la radio, qu'on entend dans les radios, les télés, un peu partout dans les médias. Donc c'est Enrique Iglesias qui sera le 27 mai à Tel Aviv. Le prix des places varie entre 225 et 655 shekels. Ok, ouais, c'est pas mal. Enfin, c'est pas de la musique, mais on en a parlé à l'instant. On en a parlé à l'instant. Il est Rappelez-nous les dates, tout. Premier one-man show pour lui, pour Michel Drucker, 54 ans de carrière, une vedette en France. Et là, il quitte les plateaux télé, il monte sur scène avec son spectacle Seul avec vous, Michel Drucker, qui sera donc, je le rappelle, le 11 juin à 20h30 au Beth Arayal de Tel Aviv. Voilà, on vous remercie d'être passé par Bienvenue chez vous aussi. Il y a un instant, merci Olivia. C'est bientôt les fêtes de Shavuot et le Rav Yoel Ben-Aouch nous a rejoint. Comment ça va? Merci. Et on est ravis de vous retrouver à chaque fois. Plaisir aussi. Et on a envie d'en savoir plus sur cette fête de Shavuot. Bien, Shavuot est une fête qui n'a pas réellement de date dans la Torah, puisqu'elle n'est que 50 jours après la sortie d'Égypte. Autrement dit, on ne peut pas recevoir la Torah si on n'est pas sorti d'Égypte, assez loin de l'Égypte, j'allais dire avec un éloignement de 50 degrés, pour atteindre le degré 50 qui est au-delà des chiffres, car la nature est basée sur le chiffre 7. 7 fois 7, 49. Le chiffre 50 est au-delà de la nature. Et tant que nous ne nous sommes pas éloignés en fait du monde de la matière que l'Égypte représente, eh bien on ne peut pas atteindre véritablement le sens profond de Shavuot, qui est au-delà, donc au chiffre 50, comme le 8 par rapport au 7. Et donc c'est comme le Shmini Atzeret Simchat Torah par rapport à Sukkot, eh bien nous avons Shavuot qui s'appelle Atzeret par rapport à Pessah. Là-bas c'est 7 jours, ici c'est 7 semaines. Alors il y a la veillée, racontez-nous comment se déroule la fête de Shavuot. Alors la fête de Shavuot est une fête donc qui représente le don de la Torah. Et il faut faire attention parce que le don de la Torah ne veut pas dire forcément la réception de la Torah. Il y a une différence entre celui qui donne et ceux qui reçoivent. Et effectivement, même si, entre guillemets, l'infini a donné la Torah au moment de Shavuot, les enfants d'Israël ne l'ont reçue que 1000 ans plus tard, au moment de la fête de Purim. Ça demande plus d'explications. Ça demande beaucoup d'explications. En réalité, c'est ce qui se passe dans notre vie. Quand vous recevez un message, celui qui a donné le message, lui, l'a donné. Mais celui qui a réceptionné le message, ce n'est pas seulement parce qu'il a entendu qu'il a intégré. Il lui faut du temps. Et en réalité, dans nos livres de prière, il n'est pas marqué le jour où nous avons reçu la Torah, le jour où tu nous as donné la Torah. Ça nous a pris un petit peu plus de temps pour la recevoir. Ça veut dire que lorsque l'enseignant dit quelque chose, les élèves mettent du temps à assimiler les valeurs. Donc cette Torah, c'est en réalité le dialogue de l'infini
avec le monde. C'est quelque chose en soi qui est extraordinaire, n'est pas facile à comprendre, car contre toutes les religions, le judaïsme est objectif, ce n'est pas l'idée d'un homme, ça ne vient pas de l'intellect humain, c'est un degré qui vient de l'au-delà. Et donc, étant donné qu'il vient de l'au-delà, il n'est que dans l'objectivité obligatoire. C'est vrai que lorsqu'il arrive chez l'homme, il arrive d'une manière subjective par rapport au filtre que chacun de nous représente, mais cette fête est très 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 importante puisqu'elle transforme la nuit en jour. Et c'est pour ça que nous étudions pendant cette nuit, toute la nuit, pour prouver qu'en réalité, la Torah peut transcender la nature et transformer le noir en lumière, la mort en vie et l'amer en doux, l'amertume en douceur. Donc il y a quelque chose de très très important, d'ailleurs correspondant aussi aux aliments, puisque l'émission d'aujourd'hui traite de la nutrition. De la nutrition. Et on mange des aliments. Alors du laitage. Shavuot, c'est le spécial laitage. Pourquoi? Tout simplement parce que le lait est beaucoup plus proche de l'être humain au niveau de son intériorité. Je ne rentre pas maintenant quelle sorte de lait. Nous savons tous qu'il y a des laits qui ne sont pas bons pour l'homme, mais les laits en question, le lait en question représente en fait quelque chose de beaucoup plus profond. D'abord, il est blanc, et la blancheur représente le don, le partage. Lorsque vous versez du lait, il s'éparpille, il donne, il partage. Lorsque vous laissez du lait, il devient un fromage. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuité de vie dans le lait lui-même. Il représente la candeur, il représente le secret. Face à lui, il y a la viande. Un morceau de viande, c'est d'abord, ça passe par la mort. Lorsque je prends du lait d'une vache, je l'aide à vivre. Alors que lorsque je prends de la viande, j'ai déjà tué. Donc il y a quelque chose de l'antithèse. Et entre ces deux degrés, la viande représente le corps qui est l'égoïsme, qui est le sang. Lorsque vous laissez un morceau de viande, il pourrit. C'est exactement l'inverse du lait. Étant donné que Shavuot représente le don de la Torah, qui est la vie, qui est en réalité ce qui est perpétuel, ce qui est éternel, eh bien le lait est intégré immédiatement. Et d'ailleurs, dans les lois de la cacheroute, lorsque vous mangez du lait, vous pouvez immédiatement après manger de la viande. Pourquoi? Parce que le lait est intégré immédiatement, parce qu'il fait partie de l'être intérieur. Alors que pour digérer de la viande, il faut, selon les halachot, jusqu'à 6 heures, c'est-à-dire que le corps a du mal avec la viande. À la fin des temps, nous disons, et le Rav Kook a écrit un livre concernant ce sujet, nous reviendrons tous à Chazon HaTzimchonut, à manger du végétal. Et même les korbanot au Beth Amikdash ne seront plus des sacrifices de viande, mais des sacrifices de plantes et d'herbes et de tout ce qui concerne le monde végétal. On dit qu'on est un peu vers la fin des temps, et c'est vrai que le vegan est un peu à la mode. Est-ce que ça pourrait... Tout à fait, bien sûr. La nature humaine, et surtout dans le peuple d'Israël, il y a en fait un ressenti, une vibration que les êtres un petit peu sensibles, plus que les autres, sentent déjà avant que la chose n'arrive. Merci Rav. Yoel Benarouche, Chag Sameach. Chag Sameach. Merci. Yohan Halimi, ça va? Ça va Stéphane? Oui. On va parler de cinéma avec vous. On va parler cinéma. Et d'un film qui s'appelle Jungle, Exactement. Avec une histoire étonnante. C'est une histoire vraie, non? C'est une histoire vraie, et Yoel m'a donné une parfaite transition, puisque c'est un film qui parle de nature. Et il en a beaucoup parlé, et puis ça peut également parler à tous ceux qui partent en trekking, c'est très à la mode en Israël. Donc c'est un film qui s'appelle Jungle, c'est un film australien, qui est passé un peu inaperçu, qui n'a pas eu une grosse pub, mais qui marche bien dans les salles israéliennes. Un film australien de Greg McLean, donc qui est actuellement en salle en Israël, et qui est également déjà disponible en VOD, en français, pour ceux qui voudraient le voir vraiment en VF. Vous voulez qu'on écoute la bande-annonce? Ouais, allez, bande-annonce. Allez, bande-annonce. Je voulais absolument échapper au chemin qui m'était tracé. Université, boulot, mariage, enfant. Je voulais être différent, vivre l'extraordinaire. Le seul type qui sache où on est et comment avancer est en train de se barrer.
Allez, tiens bon, Yossi. Me laisse pas là. N'abandonne pas, ok? Alors, voilà, c'est bien tendu. Hein. Oui, c'est bien tendu. Bien, mais alors, racontez-nous l'histoire. C'est une histoire incroyable. C'est l'histoire d'un routard israélien qui s'appelle Yossi Ginsberg, qui en 1980, après l'armée, décide de tout plaquer. C'est une histoire vraie, hein, donc. C'est une histoire vraie, ouais. Il décide de tout plaquer et il part en Amérique du Sud à la recherche d'aventures et d'expériences authentiques. Il va se retrouver en Bolivie, là-bas il va se faire des amis, et avec 2 amis, il va décider de suivre un géologue autrichien un peu louche qui lui vend une aventure incroyable au cœur de la jungle amazonienne à la recherche d'une tribu cachée. Voilà. Alors là-bas, justement, la nature va tout faire sauter, va tout éclater parce qu'elle est complètement écrasante. Donc cette équipe d'amis va exploser et Yossi Ginsberg va se retrouver perdu sans rien au milieu de la jungle amazonienne. Il va y rester 3 semaines. Donc c'est un vrai cauchemar au final. Donc cette histoire vraie là, ouais, c'est un survival. En fait le film c'est un survival. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a pu voir il y a quelques années. Avec comment s'appelle-t-il encore Sur Mars. Non, pas sur Mars. Oui, ça peut être ça. Ça peut être ouais, ça. oui, c'en est un aussi. Il y a The Revenant avec DiCaprio. Il y a eu son 27 heures aussi, l'alpiniste américain qui s'est retrouvé coincé au fond d'un canyon par le bras. Un canyon rocheux, hein, pas le canyon où on fait les courses. Hein. Et donc. Seul au monde. C'était Seul au monde. Comment? Seul au monde. Seul au monde aussi, voilà. Exactement. Alors là, en plus, le film, il commence de manière assez légère. C'est plutôt un trip entre potes. On les voit s'éclater en Bolivie, et puis on les voit s'exciter à l'idée de cette aventure complètement passionnante. Puis tout tourne au cauchemar. Le film n'est pas un film à grand spectacle, c'est pas un gros budget. C'est assez simple, mais c'est efficace. Et franchement, malgré quelques petits défauts, on s'ennuie pas du tout, quoi. D'accord. Alors j'ai reconnu Daniel Radcliffe, là, de Harry Potter, non? Exactement, donc tu l'as reconnu, exactement. Daniel Radcliffe, qui lui ressemble pas du tout au personnage d'Harry Potter. Personnellement, je l'ai jamais trouvé très, très convaincant. Je l'ai toujours trouvé un peu lisse, mais là, franchement... Même dans Harry Potter? Ouais, voilà, vous allez faire des ennemis, là. Vous allez faire des ennemis. Un peu fade, il est sympa, mais... Quoi? Il était jeune, Oui, il était très jeune. Là, il a pris de la bouteille, et franchement, il est excellent dans le film. Faut reconnaître, il donne de sa personne, et tout le casting, d'ailleurs, qui est pas très connu, est assez bien réalisé, c'est bien. C'est bien réalisé, c'est très beau, il y a des images sublimes de cette jungle amazonienne, les paysages sont magnifiques, et malgré toute cette beauté, enfin, on voit vraiment la tension monter tout au long du film, et on sent comment la nature étouffante, écrasante, va complètement révéler les personnalités et révéler les faiblesses et les forces de chacun. Voilà. Et alors, quand vraiment ce Yossi Ginsberg se retrouve donc perdu au milieu de la jungle, et là on rentre complètement en immersion. On vit le cauchemar avec lui, on vit ses douleurs mentales, ses douleurs physiques. Il se passe énormément de choses dans sa tête. Il frôle la folie, puis on le voit se relever, on le voit. Même lui qui croyait en rien, on voit finalement, au fur et à mesure, se rattacher, puiser ses forces en fait dans son histoire familiale, parce qu'il a un fils de rescapé de la Shoah. Puiser ses forces un petit peu dans cette histoire, puiser également, faire preuve d'implorer Dieu, à Dieu même. Ouais, voilà, il en appelle à Dieu, il vit une véritable expérience mystique. Donc il force l'admiration vraiment ce personnage, et c'est un personnage en plus qui a une histoire après particulière. Qu'est-ce qu'il est devenu, le vrai? Alors, il a fait des trucs de fou. Il a une vie exceptionnelle. Après ça, il a suivi des études de philosophie juive. Il a également, il est diplômé en business management. Il est retourné en Amazonie quelques années après. Il a étudié la Kabbale, il a étudié les religions, les civilisations. Il est retourné en Amazonie. Il a travaillé dans le tourisme là-bas. Il a travaillé dans l'environnement. Il a même créé des cliniques qui traitent la toxicomanie. Une douzaine de cliniques en Australie, un peu partout. Il a vraiment une histoire incroyable. C'est un conférencier motivateur qui marche très très bien sur Twitter. Et puis il est revenu vivre en Israël il y a quelques années et il a créé des startups. Il a des startups vraiment importantes, Blink notamment, aux États-Unis et dans la Silicon Valley. Voilà, donc c'est un personnage. Il est content du film?
Il est content du film, il a participé à la création du film, on le voit sur le tournage, il a vraiment... Ça retrace sa vie, c'est ça. Ouais, c'est un... Bon, vous conseillez ce film, et le film est un livre, un vrai best-seller. À la base, il a écrit ce livre-là. C'est un best-seller, ça a cartonné en Israël et il a été traduit dans une quinzaine de langues. Donc voilà, il s'appelle Retour à Toishi. Bachazarat Mitoshi en hébreu. Merci Yohann Halimi, vous avez donné envie de voir ce film. On va se retrouver juste après pour parler de régime encore, nutrition, avec Dr Delphine Bodbol, aussi Jonathan Cohen qui va nous parler de la nutrition chez les femmes enceintes, et on se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Les Tours Briga offrent un concept résidentiel innovant dans un environnement parfait. Du lobby luxueux à la piscine olympique, chaque détail a été conçu pour votre plus grand bien-être. Les Briga Towers, un cadre de vie parfait au bord de la mer. Changer de lit, c'est changer de vie. Maison de la literie, fabricant d'énergie positive. Anatel, bonsoir. Madame, tu peux me raconter la fin de l'histoire? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient pas. Anatel, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. De retour sur Bienvenue chez vous, spécial nutrition, régime. Ben oui, quelques semaines avant l'été, on va les prendre, ces bonnes résolutions pour la plage, non? Pourquoi vous me regardez? Non, je sais pas. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir. Alors, Delphine Bodbol, Oui. pharmacien, nutritionniste, enseignante. Merci d'être avec nous. Avec Bienvenue plaisir. chez vous. Et Jonathan Cohen, obstétricien, vous étiez déjà venu. Merci de revenir sur ce plateau. Donc, on va parler. Vous êtes dans le centre médical Nevet-Tzedek, c'est ça? Tout à fait. Entre-temps, vous êtes passé au centre médical. Donc, on va parler nutrition dans cette. Vous avez compris. Delphine, Oui. docteur Delphine Bodbol, question très importante, est-ce qu'il est possible de maigrir sans se priver? Alors, c'est une bonne question. Je dirais que d'abord, la motivation fait moins ressentir la privation. Donc quand on est motivé, on est un petit peu moins, on sent moins les privations. Ensuite, la conscience qu'on mange trop. C'est-à-dire qu'on est dans des pays où vraiment il y a un excès de nourriture. Dans le pays où on mange beaucoup. En plus, ici, c'est vrai, et où la nourriture est vraiment très bonne. Mais c'est vrai qu'il faut penser à d'autres pays où on mange moins, où les gens s'en sortent très bien. Donc je dirais déjà à la base, il faut penser à ces deux choses-là. En plus, quand on vient me voir en consultation, il faut qu'on fasse des compromis. C'est-à-dire que si on me dit par exemple, voilà, moi madame, je ne peux pas faire un régime sans arrêter, voilà, sans pain ou sans arrêter de boire de l'alcool, à ce moment-là, eh ben, on apprend à boire un certain alcool, par exemple le vin rouge, mais on boit 2 verres d'eau après. On mange le pain le matin. Ou par exemple, j'adore le fromage. Et ben le fromage, c'est mieux de prendre du fromage de brebis, du fromage de chèvre, et c'est mieux de le prendre le matin parce qu'on a un pic de cortisol qui nous permet vraiment de le digérer mieux le matin. Donc on apprend à placer les aliments, on apprend à mieux les cuisiner sans huile, on apprend à faire des compromis et puis ça détend tout le monde et on a des bons résultats. Est-ce qu'on peut localiser les pertes de poids? Alors oui, alors ça c'est un peu plus long et ça demande un petit peu plus, je dirais, de technique. Par exemple, ce qui marche très bien, c'est la culotte de cheval. C'est ce qui paraît le plus difficile à perdre, mais souvent il y a de la rétention d'eau. Souvent c'est assez localisé et ce qu'on fait, c'est que je demande souvent de boire beaucoup d'eau, 3 litres d'eau jusqu'à 18 heures. Et à partir de 18 heures, on fait tout cuire.
Donc on enlève les soupes, on enlève les crudités qui fermentent et on cuit le poisson, on cuit les légumes et voilà, on arrive après un certain temps, là j'avoue que ça prend, c'est pas en 10 jours, c'est vraiment avec des efforts, avec un massage localisé, avec un petit peu de sport, on arrive vraiment à des beaux résultats. Sur l'abdomen, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont ce petit stockage abdominal. Arriver, oui. Après un certain âge. Voilà, après un certain âge. Alors, parfois, c'est le stress qui fait ça. Le stress, parce que c'est pareil, c'est cette hormone, le cortisol, qui fait stocker dans le ventre. Et ben, on a des très bons résultats avec un petit peu de magnésium, où on détend un petit peu le stress et on a moins de stockage. On a aussi de beaux résultats quand l'excès vient de l'excès de sucre. Donc, on va, pendant 10 jours, enlever tous les sucres raffinés. Je dis bien les sucres raffinés. Ça veut dire qu'on n'enlève pas le sucre, tout le sucre. Le sucre lent, par exemple, voilà. regarde. Alors, les pâtes ou... on fait un jour, en fait. On fait un jour tous les 7 jours. Tous les soirs, ça marchera pas. De temps en temps, on peut le faire, mais on fait un jour par semaine. En tout cas, pour enlever cet abdomen, il faut faire un petit peu d'effort, mais le régime sans sucre raffiné, il marche bien. Et il y a des fruits dans ce régime-là. Donc, pour la graisse abdominale, on a ce régime qui marche bien. Pour la culotte de cheval et cette rétention, on a vraiment ce problème de liquide à enlever le soir et ça nous permet de cibler. Alors, moi, j'ai une petite question. Bien. Vous parliez d'horaire tout à l'heure de 18h, on arrête de manger ça, on peut manger ça. Oui. J'ai souvent entendu qu'à partir d'une certaine heure, c'est bien d'arrêter de manger, 18h ou peut-être maximum 19h, pour éviter de manger complètement. D'arrêter les repas à 18h. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai qu'on stocke plus le soir et c'est vrai que c'est mieux de mieux manger le matin. Mais encore une fois, tout dépend de la personne. Si elle ne supporte pas ne pas manger le soir, on ne va pas la forcer à ne pas manger. Donc il faut vraiment s'adapter. Et je crois que c'est vraiment le rôle du nutritionniste, c'est d'écouter, de rentrer dans la chronobiologie personnelle de la personne et d'adapter. Je dirais que théoriquement, vous avez raison. C'est mieux de moins manger le soir. Mais parfois, ce n'est pas possible et il faut qu'on fasse un compromis. Alors prenez des notes là parce que ça va être les derniers régimes tendance. Alors, les régimes tendance, je vous avais dit, moi j'aime bien les choses qui reposent sur des études médicales. J'aime pas les choses genre le régime fourchette par exemple où on peut manger qu'avec une fourchette. Il y a un des régimes qui est assez intéressant, c'est le 5-2, c'est-à-dire qu'on mange en fait normalement pendant 5 jours et on se restreint 2 jours à 600 calories. Et c'est pas forcément consécutif ces 2 jours-là. Ça nous apprend à reprendre contact en fait avec, on mange bien, avec la sensation de faim. C'est pas désagréable d'avoir faim, ça fait du bien de temps en temps. Donc ce régime 5-2, il a porté aussi ses fruits sur en fait la lutte contre la dégénérescence cérébrale. Donc il y a eu des bonnes études qui ont été faites sur cette restriction calorique sur 2 jours par semaine. Il y a le régime vegan aussi, qui est intéressant, mais qui doit être suivi par un nutritionniste. Pour les acides aminés essentiels, en fait, on ne peut pas faire un régime vegan. Ça, c'est une aberration. Les ados se lancent dans des choses, je suis devenue vegan. Oui, mais attention, parfois on enlève des protéines animales, on s'enlève des acides aminés et on risque de se faire mal, de ne pas pouvoir synthétiser notre insuline, nos hormones, donc c'est très grave. Donc on fait attention, on va voir un nutritionniste et on choisit du quinoa, du boulgour, des choses, on les associe pour ne manquer de rien. On évite les carences. Voilà, exactement. Et le dernier régime tendance comme ça, au hasard que j'ai pris, c'est le régime sans sucre. Les keto, voilà. C'est keto. Alors oui, c'est un peu ça. C'est un peu keto. Voilà, c'est le. Excusez-moi, oui, c'est bien, c'est ça. Le régime keto, en gros, on supprime complètement tous les sucres, mais par contre, on y va à fond sur le gras. Donc, on peut se manger 2 avocats par jour. On peut manger du gras, mais plus de sucre. Alors, il y a des résultats. Enfin, c'est la folie en ce moment. Oui. Ça, j'en vois alors, c'est un autre. En fait, c'est une variante. Bon, il y a celui-là, et c'est vrai que les études montrent que de manger
du gras et moins de sucre, c'est beaucoup mieux que de manger plus de sucre et moins de gras, ça c'est sûr. Mais le régime sans sucre, en fait, c'est un régime où on enlève tout le sucre raffiné et on garde en fait le sucre des fruits avec des fruits juteux. C'est-à-dire que le fruit comme la banane, par exemple, on l'enlève, c'est trop sucré. Mais on garde des fruits juteux. Et une fois par semaine, en fait, on refile les sources glucidiques par des féculents, mais une fois par semaine. Et c'est un très bon, franchement, c'est un très bon régime, je le conseille. Mais, encore une fois, en discussion, si la personne a envie de le faire et sous contrôle médical, on le fait. Mais ça ne doit pas se faire comme ça, de façon imposée. On évite les fruits après les repas ? C'est vrai, c'est conseillé. Le sucre pareil, après les repas en général. Alors, moi, j'aime pas, par exemple, le sucre le matin. On a une glycémie qui est assez forte le matin. Et quand on prend, par exemple, un jus de fruits pressé, ça crée une glycémie très forte et une hypoglycémie réactionnelle. Donc, j'ai plutôt tendance à prendre le fruit coupé. Voilà, le matin ou après les repas, ça ne me dérange pas. Moi, je préfère que les gens aient leur apport de sucre par les fruits qu'après, ils fassent n'importe quoi pour le goûter ou qu'ils se jettent sur un gâteau au chocolat. Donc tout ça, on en parle, on construit en fait avec le patient un régime adapté. Alors, on va continuer à parler, mais je voulais que le docteur Cohen nous donne quelques éléments aussi sur les femmes enceintes. Il y a un régime spécial lorsqu'on est enceinte ? Alors, ce n'est pas un régime dans le sens du contrôle du poids, mais il y a des aliments et il y a des éléments qui sont absolument nécessaires à la femme enceinte. Une femme enceinte, pour le bien-être du fœtus, a besoin d'un apport riche en folate, a besoin d'iode, a besoin de fer, et a besoin de calcium et de vitamine D. Alors, tous ces éléments, dans une alimentation habituelle, mode occidental, les patientes sont plus ou moins carencées et c'est pour ça que dans la plupart des cas, et c'est sur les recommandations d'ailleurs du ministère de la Santé en Israël, on donne chez les femmes soit qui prévoient de faire un bébé, c'est encore mieux, ou les femmes qui sont en début de grossesse, on commence tout de suite une supplémentation multivitaminique avec toutes les vitamines dont je viens de parler, principalement donc l'acide folique, c'est égal à la vitamine B9, la vitamine B12, l'iode, le fer, la vitamine D. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut que la femme enceinte ait au mieux avant d'être enceinte. Et si on s'en est rendu compte quand elle est enceinte, on le donne en début de grossesse. Pourquoi ? On s'est rendu compte qu'une patiente qui a une carence en vitamine B9, par exemple, a un risque plus important que son bébé ait une malformation neurologique. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que lorsqu'on voit un médecin, tous les médecins de toutes les spécialités, dès qu'on voit une femme jeune qui prévoit de faire un bébé même dans les 6 mois, commencer à lui donner de la vitamine B9. Donc ça, ce sont des éléments qui sont obligatoires. Acide folique. Oui, vitamine B9, c'est l'acide folique ou les folates. Pour donner un exemple, les aliments, par exemple, dont vous avez parlé, c'est... Alors, les aliments dans lesquels on peut trouver la vitamine B9, j'ai révisé, parce qu'honnêtement, on n'est pas très fort pour ça. Les obstétriciens, on a révisé ensemble, elle m'a donné des petits... Mais c'est vrai que l'acide folique, on le trouve, et je parle sous contrôle, dans les épinards, dans le cresson, très, très fréquemment, trouvé dans nos épiceries, dans la mâche, dans la salade, et dans les noix aussi. Donc, mais... De toute façon, il vaut mieux quand même les suppléments. Il faut avoir une alimentation riche en folates, mais il ne faut pas oublier de prendre la supplémentation. C'est pas dangereux. Il faut prendre ces multivitamines qui sont associées, qui sont adaptées, aux femmes enceintes et aux femmes en âge de procréer. Alors, il y a des restrictions en général sur l'alimentation lorsqu'on est enceinte. Il y a des restrictions. Il y a des restrictions qui vont aller à toutes les femmes enceintes, il y a des restrictions qui vont concerner seulement certaines femmes enceintes. Alors, celles qui vont concerner toutes les femmes enceintes, c'est 0 alcool, d'accord ? Ça, c'est à l'époque de la génération de 20 un petit peu avant, il y avait un petit verre de vin pendant la grossesse, ça c'est vraiment interdit, je le dis, strictement pas une goutte de vin pendant la grossesse. Même les dernières études sont vraiment formelles. Non, mais le qui-douche, même un petit truc. On est d'accord. Non, le qui-douche, bon, elle est derrière l'oreille, on fait comme les enfants. En tout cas, écoutez, il faut avoir l'idée qu'on ne prend pas d'alcool pendant la grossesse. Si on s'est rendu compte qu'on était enceinte et qu'on sait qu'on a pris un petit peu d'alcool, bon, on n'en fait pas un drame, mais dès qu'on sait qu'on est enceinte, on arrête de boire. Et quelle est la conséquence de l'alcool ? Les conséquences, ce sont des malformations neurologiques et en fait, on n'a pas trouvé le seuil. Donc tant qu'on n'a pas trouvé le seuil, on ne va pas s'entraîner sur les patientes et dire allez-y, peut-être un verre, 2 verres. On sait que parfois, même s'il y a un tout petit peu d'alcool, on peut retrouver ces malformations avec des problèmes de développement, des troubles cognitifs chez les enfants, même des malformations qu'on peut retrouver sur le visage. Alors évidemment, on va dire, ça c'est pour la patiente qui prend 1 litre de whisky par jour, mais on ne sait pas quel est le seuil bas. Donc on dit 0 alcool et c'est tout. Pendant la grossesse, on n'en discute pas.
D'autres choses? D'autres restrictions, oui. Il faut éviter la listeria, la bactérie listeria pendant la grossesse pour toutes les femmes enceintes. Parce que cette bactérie, c'est une bactérie qui attaque les gens plus fragilisés, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes qui sont en réanimation et les femmes enceintes. Et les femmes enceintes ne doivent pas attraper cette bactérie de la listeria puisqu'elle peut être responsable d'accouchements prématurés, d'infection de l'utérus. Et cette listeria, elle se trouve principalement dans les produits qu'on conserve au frigidaire pendant longtemps. Elle se trouve dans le fromage à pâte molle. Elle se trouve dans les charcuteries artisanales. Bon, on n'a pas trop l'habitude de manger en Israël. Mais en tout cas, il faut absolument, ne faites pas venir du camembert de France, du brie, tous ces fromages à pâte molle et qui ont de la croûte aussi. C'est là-dedans qu'il y a de la listeria. Donc si vous voulez manger du fromage pendant la grossesse, le fromage blanc bien sûr, parce qu'il faut du calcium, et sinon, fromage pasteurisé. D'accord? Pas de fromage à pâte molle, pas de charcuterie artisanale pour éviter la listeria. Ensuite, pour les patientes qui ne sont pas immunisées contre la toxoplasmose, donc on recherche si la patiente a déjà rencontré le parasite de la toxoplasmose dans sa vie. Si elle est immunisée, elle ne risque pas de l'attraper pendant la grossesse. Si elle n'est pas immunisée, elle peut l'attraper pendant la grossesse. Si elle attrape pendant la grossesse la toxoplasmose, c'est responsable de malformations chez le fœtus. Donc pour éviter d'attraper la toxoplasmose, il faut manger la viande bien cuite, il ne faut pas manger d'aliments crus, il ne faut pas manger de poisson cru, de sushi, pas de saumon fumé. Et le saumon cru aussi, c'est pas super de toute façon. Pas de saumon cru. Même de toute façon, la listeria, on peut aussi la trouver dans les œufs crus. Si on veut manger les œufs, il faut les faire cuire. On ne prend pas des... mousse au chocolat, par exemple. La mousse au chocolat avec de l'œuf cru, c'est à proscrire pour toutes les femmes enceintes. Vous avez très bien fait de le rappeler. Bravo. Et le saumon, même le saumon fumé. Pas de saumon fumé, même pour toutes les femmes. Cuit, en fait. Pas toutes les femmes enceintes, le saumon, c'est... Et pour les patientes qui ne sont pas immunisées contre la toxoplasmose, bien laver les aliments, parce que ça se trouve dans les aliments, dans la peau des aliments. Et si elles ont un chat, arrêtez de changer la litière pour chat, puisque ça se trouve dans les selles des chats, la toxoplasmose. D'accord. Très bien, c'est très précis. Si on parle du poids, par exemple, est-ce qu'on peut faire un régime pendant la grossesse ? Encore une fois, je suis un peu dur, moi, mais zéro régime. On ne fait pas de régime amaigrissant pendant la grossesse. C'est une aberration. Pendant la grossesse, on peut avoir parfois des régimes particuliers si on est atteint du diabète gestationnel, parce que dans la plupart des cas, le diabète gestationnel est traité par un certain régime alimentaire. Mais c'est régime dans le sens mode d'alimentation, pas dans le mode amaigrissement. Oui. D'accord? Donc, évidemment, il faut faire attention à ne pas prendre trop de poids. On peut parler du poids qu'il faut prendre pendant la grossesse, mais on n'essaie pas de maigrir pendant la grossesse. Puisque si on parle de régime en sens restriction des calories, c'est une aberration, puisqu'une femme enceinte a besoin de plus de calories qu'une femme qui n'est pas enceinte. Elle a besoin quasiment de 400 calories plus. Et de faire du sport. Faire du sport, alors il n'est pas interdit de faire du sport, au contraire c'est même recommandé d'avoir une activité physique. Par contre, c'est pas le moment de se mettre au taekwondo ou d'aller faire des grands concours d'équitation. Pas d'équitation, pas de sport violent en fait, pas de sport de combat. Pas de vélo? Le vélo, moi, je vais pas dire j'interdis le vélo, mais en tout cas pas de vélo en... Pas de tennis, par exemple. Pas très conseillé. Le mieux, si vous voulez faire du sport, c'est la natation. Pour moi, c'est vraiment le sport idéal pendant la grossesse. La marche. Le yoga femme enceinte, c'est sûr. Le yoga femme enceinte, la gymnastique douce qui est faite pour les femmes enceintes. Et si vous voulez absolument faire du vélo, vélo d'appartement, enfin du vélo de salle de sport, quoi. Mais pas du vélo dans la rue avec des risques de se prendre des coups. C'est pas logique. C'est pas le moment pour de prendre des risques. D'accord, très bien. Delphine Bottebol, je reviens vers vous pour des conseils rapides, des tips à donner à tous les spectateurs. Alors pas enceinte, tout le monde, des petits tips. Alors, comme ça, des petits tips. Alors, déjà, moi, j'aime pas trop mélanger les protéines et les féculents pour la raison que la protéine est une molécule qui est très difficile à digérer, elle est lourde, il faut la couper, et donc elle va un petit peu monopoliser la digestion. Du coup, le féculent qui est derrière, on va le stocker plus facilement. Donc, on essaye de pas mélanger, par exemple, les pâtes et le saumon. On va faire des pâtes à la sauce tomate, c'est beaucoup plus digeste. Le saumon, pareil, au lieu de faire saumon riz, comme le sushi par exemple, on va faire saumon et puis brocoli. Alors voilà, c'est des petites choses comme ça. Un grand verre d'eau avant de manger, ça permet de calmer un petit peu l'appétit. Le matin, je le répète, je l'ai déjà dit, mais c'est important de ne pas trop envoyer du sucre rapide. Les jus de fruits, tout ça, pas trop. Mais le pain non plus alors. Il vaudrait mieux éviter le pain aussi. Le pain, ça crée quand même le sucre lent, c'est un petit peu important, notamment chez les enfants, ils ont besoin de cette énergie. Et même pour nous, si le pain, il n'est pas, c'est pas trop raffiné, il est quand même le pain complet, il est intéressant. À l'épeautre, il est intéressant. Donc non, je le supprimerai pas. Franchement, même en période de
de régime, je le garderai le matin, surtout les jours de sport. En fait, moi, j'aime bien dissocier les jours de sport et pas les jours de sport. Je fais des jours un peu différents et c'est bien de ne pas enlever les choses non plus de façon drastique. Un autre petit tip, il y a des femmes, beaucoup de femmes qui viennent me voir autour de 50 ans et elles me disent « j'arrive plus à perdre, j'ai tout essayé, c'est l'enfer et tout ». Et c'est vrai qu'on a essayé une période de jeûne. Par exemple, elles arrêtent de manger à 19h et elles reprennent le lendemain à 11h. Ouais. Et en fait, on active un peu la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation du gras parce qu'on n'a plus d'énergie dans le sang et qu'il va falloir aller puiser. Et j'avoue que ça a un petit peu fait redémarrer la machine. C'est pas idiot de le faire 2-3 fois par semaine pour un petit peu redégraisser. Bénéfices même. Et ça a d'autres bénéfices. Tout ça sous un contrôle médical. Et le café, juste après le repas, j'avais lu que c'était mauvais parce que justement ça a accéléré la digestion et l'assimilation des aliments et du coup on n'avait pas le temps de profiter de tous les bienfaits des nutriments et compagnie. Du coup ça noyait le bol alimentaire et ça a cassé Je suis d'accord, là aussi c'est très théorique. De prendre du temps quoi, après le café, juste après le repas, de décaler quoi. Je suis d'accord, c'est encore très théorique. Allez dire à quelqu'un qui adore prendre son petit café après le repas, arrêtez le café, mais par contre faites un régime, faites ça. On peut pas, je veux dire, c'est encore une fois le café comme le carré de chocolat, ce sont des choses qui, si la personne vit avec et c'est ses petits plaisirs, moi je les enlèverai pas. Ces études ne me convainquent pas assez pour que je les enlève. Voilà. Très bien, c'est intéressant. On a eu beaucoup d'infos. Un dernier mot peut-être sur si on veut trouver un nutritionniste, comment on choisit un nutritionniste? Parce qu'il y en a plein. Oui, vous avez raison, et il y en a de plus en plus. Ah oui, alors, la nutrition, c'est une science qui est très compliquée. En plus, elle est en permanence en évolution. Il y a de nouvelles études, il y a des études contradictoires. Donc moi, je dirais, un nutritionniste, déjà, la première chose à voir, c'est son background, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'il a fait avant, son parcours. Ensuite, c'est vrai que, franchement, c'est mieux s'il est médical. Ensuite, le nutritionniste, il doit être à l'écoute. Il doit être en suivi avec son patient. C'est pas quelqu'un qui va placarder un régime et toujours le même. Il doit vraiment être dans le compromis. Donc voilà, c'est un rapport de confiance qui s'installe sur le long terme. C'est pas un one shot. Voilà, c'est une belle histoire qui doit commencer. Et parfois, je revois. Je dis pas parfois, c'est pas vrai. Souvent, je revois mes patients 1 an après qui ont repris 1 ou 2 kilos. C'est pas grave. On se déculpabilise et puis on reprend les bonnes habitudes. C'est pas un souci. Merci beaucoup Delphine Bottebol, pharmacien, nutritionniste, enseignante. Merci. Et bien justement, enseignante, et je voulais juste terminer sur la question sur les enfants, qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai enseigné pendant 12 ans et j'ai vraiment beaucoup travaillé avec les adolescents. Et je voulais dire qu'il ne faut pas culpabiliser les enfants sur, par exemple, leur envie de sucrer, parce que c'est inné. Il y a des enfants et des adultes qui ont une attirance pour le sucre, mais c'est inné. C'est renforcé après par, je dirais, l'environnement culturel et familial, mais à la base, on est de façon innée avec cette envie de sucre. Donc on ne peut pas culpabiliser les enfants d'avoir ces envies de sucrer. Après, il faut, si vous voulez, voir les parents et essayer de démonter un petit peu ce qui se passe dans la famille. Donc pour la nutrition des enfants, on y arrive, et on y arrive très bien, à condition de voir les parents, à condition de comprendre les schémas de compensation des enfants à la sortie de l'école, qui mangent des bonbons, de leur faire comprendre toute cette junk food qu'il y a autour, de lutter contre cette industrialisation et de cette mauvaise bouffe. Et vraiment, quand on leur fait passer la bonne connaissance, voilà, tu parliez de côté rebelle, et on se rebelle contre l'industrialisation vraiment de l'alimentation, et ben on arrive à faire passer de belles choses. Très bien, merci. Voilà. J'espère que vous en avez passé aujourd'hui dans Bienvenue chez vous. Vous êtes évidemment invité à nous rejoindre quand vous voulez. Merci beaucoup aussi, docteur Cohen. On vous retrouve obstétricien, on vous retrouve au centre médical de Neve Tzedek, c'est ça? Oui, tout à fait, à Tel Aviv. À Tel Aviv. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission déjà. Je remercie toujours évidemment l'équipe technique formidable aujourd'hui, Johan Guetta qui a réalisé cette émission de main de maître, David Sidbon, voilà pour les manettes de l'artistique. Je remercie évidemment Liron Chemouni pour Anatel et son équipe. Je remercie également toute l'équipe de la boutique Urbanica de Paulay qui nous a décoré gentiment notre studio aujourd'hui. Voilà, moi
je vous dis à plus pour une prochaine émission. Bienvenue chez vous. Salut. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. A plus, à plus, à plus, à plus.